Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Nous sommes à la clinique Samuel Kafunda Kantole et compagnie SAR, située à Bonapriso, rue Toyota. Nous avons deux thématiques. Nous avons quelques questions. La première, c'est pourquoi est-il important d'avoir une flore vaginale équilibrée? La deuxième, D'accord. grossesse extra-utérine, c'est quoi? Pouvez-vous nous éclairer s'il vous plaît, Très bien. docteur? On va commencer par la première, hein. Elle semble plus importante pour vous, madame. Vous parlez de flore vaginale. Qu'est-ce que c'est que la flore vaginale? Il est important d'être explicite, de faire comprendre aux gens de quoi il s'agit. Le vagin est constitué de muqueuses. J'ai une image ici pour montrer un peu comment ça se passe. Là, vous avez ces tuyaux-là. C'est comme un tuyau dans lequel il y a des plis. Ce sont des plis muqueux, comme on appelle. C'est un pavement, on peut appeler donc ça tapisse. C'est comme si vous aviez un tapis sur le sol. Et il est constitué de cellules. Ces cellules ont un rôle qui est sécrétoire. Ces cellules permettent, avec l'apport de glycogène qu'il y a dans notre corps, le sucre qui est dans les cellules, de faire une petite fermentation par des cellules qu'on appelle lactobacilles de Doverlein. Et ce sont ces cellules-là qui vont faire sécréter un petit acide, l'acide lactique, qui ressemble curieusement à l'acide lactique qu'on trouve dans le vin, dans l'alcool. Et c'est cette flore-là qui protège, qui défend tout cet environnement contre les microbes venant de l'extérieur. Dire donc qu'il faut avoir une flore équilibrée veut dire qu'il ne faut pas utiliser d'autres produits qui peuvent détruire ces cellules. Si ces cellules sont détruites, qu'est-ce qui va se passer? L'acide lactique qui est sécrété normalement pour la protection, ce qui est normal, va être complètement déficient. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous les germes qui viennent de l'extérieur vont pouvoir coloniser ces milieux. Alors, les gens vont me dire par exemple, oui, mais comment on fait pour respecter la flore? La première des choses, c'est éviter de mettre des produits notamment chimiques, comme par exemple, ce que les gens utilisent souvent, les parfums, ou alors les gels intimes soi-disant. On ne sait pas pourquoi on appelle ça intime. Alors que si on montre une autre image de la vulve, la partie externe, qui est constituée, malheureusement je n'ai pas ça sur cette image, qui est constituée d'abord des grandes lèvres, qui couvrent complètement l'entrée, le vestibule du vagin, des petites lèvres qui sont juste en dessous, et puis l'hymen qui existe bien hein, après la puberté, avant les premiers rapports et tout ça, on se rend compte que c'est une barrière naturelle qui existe déjà à l'extérieur. Nous, par exemple, quand nous examinons les patientes, nous prenons des gants stériles. Mais quand les patientes font ce qu'elles appellent soi-disant toilette intime, elles prennent les mains qui ont traîné un peu partout sur le corps, sur le savon, ainsi de suite, savon, matière chimique, et on met à l'intérieur avec ses doigts sales. Dans ces cas-là, on détruit complètement cette flore-là, on détruit la protection. J'ai parlé d'abord de la protection des barrières, c'est-à-dire les grandes lèvres, les petites lèvres, l'hymen, mais remarquez bien que l'image ici montre des plis, c'est-à-dire il y a des plis. Le vagin n'est pas un tuyau complètement ouvert, il est un peu tapissé comme l'accordéon, on dirait. Ce qui fait que ces plis-là, quand nous plaçons un spéculum pour examiner le patient, nous voyons comment ça se déplisse, comment ça se détend, pour permettre que le spéculum puisse nous aider à avoir une vue sur le col, sur les parois, ainsi de suite. Donc, rien ne peut passer de façon mécanique sans être arrêté par ces plis-là. C'est déjà une barrière mécanique. J'ai parlé des grandes lèvres, j'ai parlé des petites lèvres, je parle maintenant des plis. Ensuite, il y a au niveau du col lui-même la sécrétion que tout le monde connaît, tout le monde parle de glaire, mais bon, les gens ne comprennent pas ce que c'est de la glaire. Il y a une sécrétion
qui est faite juste après les règles, au début du cycle mensuel, qui ressemble carrément à la salive, simplement à la salive, c'est-à-dire avec les caractéristiques que nous connaissons tous de ce qui est clair, hein, inodore, hein, ainsi de suite, sans saveur, comme de l'eau. Ensuite, grâce aux effets des hormones, quand on approche de la période d'ovulation, cette glaire qui était translucide, toute blanche, sans couleur, va commencer à prendre une couleur un peu jaunâtre, comme de la morve jaune claire. Ok? Après l'ovulation, parce qu'il y a une autre hormone, la progestérone notamment, qui va sécréter grâce à son corps jaune, la progestérone, c'est là qu'on appelle jaune, la phase de lutéinisation, nous allons avoir la même glaire qui devient un peu comme un jaune d'œuf. C'est toutes les sécrétions qu'une femme doit avoir, pas les sécrétions de couleurs différentes de celles que je viens de décrire. Donc, avoir une flore vaginale saine veut dire respecter complètement la nature, parce qu'il y a une sécrétion cyclique, il y a des défenses, en dehors des défenses de barrières. Vous savez très bien, j'ai parlé de la sécrétion de lactobacilles, mais il y a aussi la défense immunitaire. Chaque fois qu'il y a un agresseur quelque part, le corps va envoyer ses anticorps pour aller défendre. Donc il y a ce que nous appelons la barrière antigène-anticorps qui est déjà là pour défendre. Donc, j'ai toujours dit, je le répète, peut-être que les gens vont comprendre, bon, il y en a d'autres qui vont douter, on dit qu'on ne fait pas des toilettes intimes en dehors de la période de rapport ou bien de la période des règles. Parce que tout est naturel à l'intérieur, ça se nettoie tout seul, sauf s'il y a, évidemment, après un examen, on a détecté un microbe ou bien un déséquilibre de cette flore. En ce moment-là, on peut se permettre d'utiliser des médicaments, des traitements. Alors, si vous n'avez pas de questions, si les internautes n'en ont pas, oui madame, vous avez une question, oui. Docteur, quel serait docteur, s'il vous plaît, j'aimerais donc savoir quel est le meilleur moyen de prendre soin de sa flore vaginale et quels sont les signes alarmants. Le meilleur moyen, c'est tout simplement de respecter l'équilibre. J'ai bien parlé d'une sécrétion locale, n'est-ce pas? Alors, si toutes les cellules ont du sucre à l'intérieur, hein, le glucogène, c'est ce glucogène-là qui, par l'effet des hormones, d'accord, est transformé. Il y a une sorte de fermentation, c'est transformé en alcool. Hein? L'acide lactique, c'est de l'alcool. OK? Donc, une fois qu'il y a on s'excuse pour l'interruption, une fois qu'il y a cette sécrétion qui est normale, lactobacille, la flore de Doderlein, d'accord? Une fois qu'il y a cette flore, qu'elle est respectée, vous n'avez rien d'autre à faire, tout simplement. Vous évitez d'amener des produits de l'extérieur parce que votre corps déjà a son système de défense, de protection qui lui permet d'avoir une sécrétion vaginale normale sans qu'il y ait un effet ou une action que vous devez faire de l'extérieur. D'autres questions, oui. Permettez, docteur. Oui. Quels sont les risques dont sont exposées les femmes ayant une flore vaginale complètement détruite? Mais les risques sont simples. C'est le risque d'abord de permettre aux germes qui sont à la surface de commencer à se multiplier parce que là, il n'y a plus de protection. Hein. Cette sécrétion-là, cette flore-là, elle est protectrice pour ces milieux et qui aura donc, si vous voulez, qui sera exposé à d'autres infections, à des infections venant de l'extérieur. Ok? Là, on parle tout simplement d'infections qui ne sont pas sexuellement transmissibles. Hein, parce que celle-là aussi, c'est un autre problème. Il y a déjà eu effraction de barrières, parce qu'on a eu une intromission de quelque chose venant de l'extérieur, en apportant tout le lot de germes que ça peut apporter. Votre question, madame? Oui. Oui, docteur, tout à l'heure, vous avez parlé de toilette intime qui doit se faire après les rapports sexuels ou alors après les menstruations. Bon, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on entend réellement par toilette intime ou alors comment est-ce que ça se fait cette Non, je n'ai pas parlé de toilette. Moi, d'abord, je
je dis que la seule occasion où on peut expliquer qu'il y ait une toilette intime, d'abord, je ne sais pas pourquoi vous l'appelez intime, c'est comme si vous laviez quand vous avez sué, quand vous allez faire du sport, bien quand vous avez eu très chaud. Vous le faites sur tout votre corps. Mais en ce moment-là, pourquoi allez-vous mettre les doigts, j'ai dit les doigts sales, parce qu'ils ne sont pas protégés, en menant des germes de l'extérieur dans un milieu qui est déjà protégé, naturellement. Ben, j'ai dit par exemple, s'il y a eu un rapport sexuel, il y a eu intromission, il y a eu la sueur, il y a eu des choses venant de l'extérieur, oui, il faut nettoyer. Après les règles, par exemple, si sur les plis là, il y a des caillots de sang ou n'importe quoi qui restent calés à l'intérieur, vous aurez ce problème des odeurs, ainsi de suite. Ok? En ce moment-là, c'est vraiment logique que vous puissiez faire une toilette. Le mot intime me gêne un peu. Pourquoi intime? C'est-à-dire, on doit se cacher pour le faire. Ok? Alors, madame avait un deuxième thème, c'est ça? Oui. Les grossesses extra-utérines. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez, on va revenir. Ce petit schéma, je l'aime bien. D'accord? Parce qu'il nous permet de nous introduire avec une petite caméra dans les organes génitaux internes. Ici, nous avons le vagin. Là, nous avons le col et l'orifice qui va dans le petit défilé dans le col s'ouvre directement dans la cavité utérine. Donc, l'espace où normalement un embryon va se fixer après la fécondation. Mais regardez très bien. Le spermatozoïde va passer d'ici vers l'une de ces deux trompes. Ok? Arrivé à l'extrémité distale, ici, il va rencontrer l'œuf qui est fécondé, ou pas fécondé, qui est ovulé, qui est pondu à la surface de l'ovaire. Voici l'ovaire. À la surface de l'ovaire, il y a un œuf. Regardez ce côté, c'est bien clair. Il y a un œuf qui est pondu à la surface. Donc cette trompe ici va permettre au spermatozoïde qui arrive à ce niveau de rencontrer l'œuf qui est aspiré par la trompe. La trompe a une action tactile qui lui permet d'aller à la surface et d'aspirer. Une fois la fécondation faite ici, l'œuf fécondé pendant sa division doit revenir pour se fixer ici. Mais imaginez que pour une raison ou une autre, l'œuf fécondé n'arrive plus à faire ce trajet. Là, par exemple, il rencontre un obstacle, une trompe qui est enflammée, qui est bouchée. Le spermatozoïde tout seul est passé parce qu'il était tout petit, tout fin. Mais une fois qu'il est entré dans l'œuf qui a eu fécondation, ça commence à se diviser, ça grossit un peu, il peut arriver ici, trouver un obstacle, ne plus passer. Or, c'était une grossesse, il y a eu fécondation. Si cette grossesse ne se développe pas à l'intérieur de la cavité, on dit qu'elle est en dehors de la cavité, extra-utérine. Ça, c'est la cavité utérine. Si ça se développe en dehors de la cavité utérine, on dit qu'elle est extra-utérine. Mais si elle se développe normalement à l'intérieur de la cavité, on dit qu'elle est intra-utérine. On est d'accord là-dessus. Donc c'est un mot qui explique tout simplement qu'il y a un développement d'un œuf, mais qui n'a pas atteint la place normale où la grossesse devait se développer. Ceci dit, il y a des types différents. Si cette grossesse, ça peut arriver, il y a des cas où elle va se trouver dans l'ovaire même. On a déjà vu des grossesses ovariennes. Et là, c'est un cas assez spécial, mais ça arrive parfois. Ce siège-là, c'est toujours une grossesse extra-utérine. Si c'est ici, au niveau de l'entrée de la trompe, ici au niveau du pavillon, c'est une grossesse toujours extra-utérine, en dehors de la cavité, mais qui peut être avortée. C'est-à-dire, elle peut ne pas aller de l'autre côté, mais tomber carrément. En ce moment-là, on dit qu'il y a une grossesse, mais ça s'est avorté au niveau du pavillon. Ok? Par contre, si ça arrive ici, au niveau de l'ampoule, et que ça se bloque, on dit qu'elle est ampulaire. Si ça rentre ici au niveau de la corne, l'entrée principale dans l'utérus, dans le muscle utérin, on dit qu'elle est cornéale. Ok? Donc vous comprenez? On va voir si elle est avortée, elle peut être abdominale, elle se trouve à n'importe quel endroit, l'abdomen.
Elle peut être ovarienne, peut se trouver à la surface de l'ovaire ou dans l'ovaire lui-même, cas exceptionnel, ou elle peut être avortée ici, au niveau. Elle a été fécondée, elle n'a pas progressé, mais n'a pas fait éclater le pavillon, hein, ces franges-là. Ou alors sur l'un ou l'autre des trajets. Naturellement, il faut d'abord qu'il y ait grossesse, c'est-à-dire fécondation, et puis maintenant le siège qui devait être intra-utérine a raté. À ce moment-là, on parle de grossesse extra-utérine, à contrario de la grossesse intra-utérine normale. Une question, oui, je vous écoute. J'aimerais savoir, j'ai deux questions. J'en prie. La première, est-ce que la grossesse extra-utérine est risquée et quelles sont les conséquences? Et faut-il toujours, si la conséquence est négative, l'interrompre pour la sécurité de la mère? Votre question a deux volets. Vous voulez dire donc s'il y a des complications. Donc s'il y a des complications, la première complication, c'est que si l'une de ces parties des trompes est déchirée par la grossesse, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les complications sont simples. Si l'une de ces portions, hein, de la trompe que j'ai décrit là, arrive à être déchirée, déchiquetée par la croissance de cet œuf fécondé, il y a des risques d'hémorragie interne. Il y a des risques d'hémorragie parce que tout ça, il y a des vaisseaux, il y a des artères. Donc, vous comprenez très bien que l'hémorragie interne, c'est la première, alors, la première urgence en gynécologie obstétrique, la toute première, dans le premier trimestre, c'est ça. Donc, première conséquence, rupture d'une trompe ou d'une partie de la trompe avec hémorragie interne. Ok? L'autre conséquence, grossesse abdominale, j'en ai vu dans ma vie. Elle progresse. Elle progresse comment? L'œuf qui se fixe par exemple sur une partie de l'épiplomb qui est bien alimenté ou au-dessus de l'utérus qui est bien alimenté peut continuer à croître. Dans ce cas, si le placenta est encore là et qu'il fonctionne normalement, on va avoir une progression d'un fœtus, mais en dehors de la cavité utérine. Il va aller pratiquement jusqu'à terme, hein, si entre-temps il n'y a pas eu rupture de son alimentation par le placenta. Mais dans ces cas-là, c'est une femme qui vous arrive avec des douleurs abdominales à chaque fois qu'il y a des mouvements. Parce qu'il bouge le fœtus, il est vivant. Il bouge, il entraîne des mouvements et ça fait mal au ventre. Parfois, on arrive, vous examinez, vous constatez que les parties fœtales sont très superficielles. Au lieu d'être dans l'utérus, elles sont superficielles, pratiquement au-dessus. Et j'ai déjà vu des cas comme ça, j'ai déjà opéré des cas comme ça. Et là, en général, c'est quand les douleurs ont continué, ça atteint l'état général de la maman et qu'il y a décès de ces fœtus-là, que les hormones ne l'alimentent plus, il y a déclenchement des complications. Notamment, ce corps qui commence à se détruire va libérer des substances qui sont un peu toxiques par rapport à la mère. Et c'est ça, souvent, qui attire l'attention. C'est très rare, j'en ai pas vu beaucoup, où les fœtus étaient encore vivants. En général, on le trouve déjà mort, et puis on est obligé d'opérer pour l'extraire. Et là, on laisse le placenta en place. Parce que si on le touche, il y a hémorragie de toutes sortes. Il est très alimenté, il y a de nombreux petits vaisseaux qui l'alimentent. Et si vous touchez pour enlever, pour décoller, c'est terminé, vous perdez les deux. Et voilà. Donc, si on parle de complications, on peut aller de la simple hémorragie jusqu'à une grossesse ectopique, c'est-à-dire en dehors de l'endroit normal. Ça peut se trouver sur l'ovaire, j'ai dit, ça peut être abdominal, ça peut être dans l'une des trompes, c'est vrai, mais la plupart du cas, les complications sont d'abord hémorragiques. Et puis, si les organes de voisinage sont touchés, à un niveau ou un autre, on peut avoir une complication majeure. Alors, vous demandez comment on peut faire pour l'éviter, c'est ça? L'une des plus grandes causes, ce sont les inflammations, parce que ça altère la qualité de la trompe. J'insiste sur la qualité de la trompe. Parce qu'une trompe qui passe ne veut pas dire que la muqueuse qui est à l'intérieur est saine.
Dès qu'il y a une inflammation, c'est comme dans votre nez quand vous avez le rhume. Ça s'enflamme, ça rougit, il y a sécrétion, il y a des édèmes. Les signes habituels de l'inflammation, ok, ça se trouve aussi au niveau de la cavité, de l'endomètre et même au niveau de la trompe. Donc toute infection, toute inflammation est déjà une cause majeure des risques de grossesse extra-utérine. Deuxième cause, elle est hormonale, c'est-à-dire si nous avons une trompe qui est coupée d'un côté, ok, qu'est-ce qui va se passer? La trompe contralatérale, qui est vivante, j'insiste là-dessus, va avoir tendance à aller chercher l'œuf fécondé sur l'ovaire contralatéral. Ça, c'est la transmigration. C'est une autre cause mécanique. Je me suis trompé un peu, mécanique, qui fait ça. La cause hormonale, c'est l'utilisation de la progestérone. La progestérone, qui est une hormone de la deuxième partie du cycle, dont le rôle est de ralentir la vitesse de contraction des muscles. Qu'est-ce qui va se passer? Si on est sur une contraception hormonale et qu'il y a quand même une fécondation qui arrive, ça arrive, il y a l'indice d'un certain nombre de grossesses qui peuvent arriver malgré la contraception, il peut arriver que la lenteur de progression de cet œuf lui fasse un petit blocage. Ça va arriver en retard dans la cavité parce que c'est lent. La trompe ne se contracte pas suffisamment. Les cils vibratifs qui sont à l'intérieur, qui poussent l'œuf fécondé, n'ont pas bien travaillé. Et là, en ce moment-là, il y aura, à cause d'une hormone notamment, on va voir ça. Comment on découvre ça? Comment nous voyons ça? C'est au niveau de l'intervention. Quand on intervient, on trouve la grossesse à la trompe gauche, mais on trouve le corps jaune à la trompe droite. On comprend qu'il y a un phénomène qui fait qu'on a ovulé par ici, mais c'est par là qu'on trouve la grossesse. Ça, c'est dans le cas de transmigration. Ça revient à dire qu'une grossesse extra-utérine peut en cacher une autre. Une fois qu'on en a eu, quel que soit les traitements qu'on a fait sur la trompe qui était touchée, il faut savoir que la contrôle latérale était probablement, potentiellement aussi malade. Donc, ça ne s'est pas déclenché. Manque de chance, c'est celle-là du côté gauche qui a eu la grossesse, mais celle du côté droite n'était peut-être pas saine. Du coup, on parlait de complications, comment éviter? Si on a déjà eu une grossesse extra-utérine, si on a eu déjà des inflammations, si on a eu des infections, notamment sexuellement transmissibles, la surveillance, à chaque fois qu'on a un cycle qu'on a raté, est de vouloir confirmer si c'est vraiment une grossesse et à quel niveau elle se présente, elle se trouve. Voilà. On ne parlera pas de traitement. Votre question n'était pas celle-là. C'était de savoir quelle était la grossesse. Je pense que j'ai été assez clair là-dessus, extra-utérine. En ce qui concerne la flore vaginale, vous avez bien compris qu'il faut bien la respecter. Il n'y a pas d'autre moyen de respecter son équilibre en respectant l'équilibre du corps humain. Ok? Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Remercier notamment vos internautes, c'est ça, qui vous ont posé la question.